Voilà, il est 16h30, nous allons commencer. Donc, je tiens tout d'abord à excuser Monsieur Burgois, empêché pour des raisons familiales d'être sur Paris cette semaine. Donc, je le remplacerai aux côtés de notre rapporteur. Et nous vous remercions, Madame, d'être présente dans le cadre de cette commission d'enquête. Donc, nous poursuivons une série d'auditions avec vous, Madame, conseillère santé agroalimentaire au cabinet du ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Énergie, Roland Lescure, du 29 juillet 2022 au 3 juillet 2024. Vous avez depuis rejoint le secrétariat général du gouvernement en tant que chargé de mission Affaires sociales. Voilà, alors avant de vous passer la parole, je suis tenue de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, et notamment de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. J'ai appuyé sur le bouton, mais est-ce qu'on m'entend? Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Alors, excusez-moi, juste pour situer un petit peu l'audition d'aujourd'hui, je vais poursuivre rapidement et vous laisserai la parole très rapidement. Donc, c'est pour les internautes que je souhaite rappeler que le Sénat a constitué le 20 novembre dernier cette commission d'enquête sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille. Au début de l'année 2024, plusieurs médias ont révélé les pratiques illégales de certaines entreprises du secteur des eaux embouteillées, en particulier le recours à des traitements interdits sur des eaux minérales naturelles et de source. Notre commission d'enquête du Sénat vise à faire la lumière sur ce dossier, sous réserve des éventuelles procédures judiciaires en cours. Alors, l'audition d'aujourd'hui a pour objectif de faire la lumière sur la façon dont ont été gérés par les différents ministères les développements de l'affaire Nestlé Waters, plus particulièrement entre mai 2022 et janvier 2024 en ce qui vous concerne. La lecture des documents qui nous ont été transmis montre l'importance de votre rôle dans cette affaire et une propension à appuyer les demandes du groupe Nestlé. Alors pourquoi ce positionnement? Quelles ont été vos instructions reçues du ministre sur cette affaire? Quelle a été la nature de vos échanges avec le groupe Nestlé? Avez-vous eu des échanges directs et ou indirects avec le groupe Nestlé Waters, et notamment sa présidente? Et à quelle date et quelle en a été la teneur? Quelles leçons, enfin, tirez-vous de cette crise qui a entamé la confiance des consommateurs, qui entame encore aujourd'hui la confiance des consommateurs, et dénote une certaine bienveillance des autorités à l'égard de l'industriel Nestlé? Voilà, en quelques lignes, quelques mots, les thèmes sur lesquels notre rapporteur vous interrogera. Nous vous proposons de dérouler cette audition en 3 temps. Donc, dans un premier temps, je vous laisserai présenter vos réflexions dans un délai de 10 minutes environ. Cela sera suivi d'un temps de questions-réponses, en particulier avec notre rapporteur, puis les autres membres de la commission que je salue. Et nous pourrons terminer cette audition par une autre batterie de questions-réponses. Voilà, je vous laisse la parole, Madame. Merci, Madame la Présidente. Donc, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs. Donc, je m'appelle Mathilde Bouchardon, je suis administratrice de l'Assemblée nationale depuis octobre 2015 et entre le 25 juillet 2022 et le 30 mai 2024, j'ai travaillé au sein du cabinet du ministre de l'Industrie comme conseillère industrie de santé et industrie agroalimentaire. Et je travaille depuis juin 2024 au sein du secrétariat général du gouvernement. C'est donc dans le cadre de mes fonctions de conseillère agroalimentaire au cabinet industrie que je suis entendue aujourd'hui par votre commission d'enquête. Mon rôle était alors de faire des préconisations sur des sujets industriels. Et dans ce cadre-là, je recevais les industriels du secteur qui me partageaient leurs problématiques. Et je travaillais avec les services de la Direction générale des entreprises pour définir des politiques de soutien aux industriels produisant en France. Le cabinet industrie n'avait pas la tutelle de la Direction générale de la santé et n'avait pas la capacité de saisir ni les agences régionales de santé, ni l'ANSES. L'essentiel des informations qui relevaient du champ sanitaire m'ont été communiquées par le cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé, avec lequel nous avions de bonnes relations de travail, et je leur partageais de mon côté les éléments que me communiquait Nestlé Waters. Nous avons travaillé conjointement à proposer à Matignon une réponse qui nous semblait être la plus adéquate à la problématique à laquelle nous faisions face. Mon propos liminaire visera à vous donner des éléments dans l'ordre chronologique
sur la manière dont nous avons, au sein du cabinet industrie, avec ma direction de cabinet, traité le sujet qui est au centre de votre commission d'enquête. Alors, je n'ai pas retrouvé tous les échanges que j'avais pu avoir à l'époque, donc je m'excuse, je vous prierai de bien vouloir m'excuser si certains éléments sont insuffisamment précis, puis je répondrai bien évidemment à toutes vos questions. Le 2 août 2022, donc soit une semaine après mon arrivée au sein du cabinet, ma directrice de cabinet reçoit un mail de la directrice générale de Nestlé Waters, sollicitant un entretien, donc comme le font des dizaines, voire davantage, d'acteurs industriels chaque jour auprès du cabinet industrie. Mais comme le mail de prise de contact évoque un rapport IGAS, et que nous n'avons, ni ma directrice, ni moi, aucune connaissance sur le sujet, nous souhaitons recueillir un maximum d'éléments avant de rencontrer l'industriel. Les cabinets des ministres en charge de l'économie et de la consommation nous donnent quelques éléments de contexte. Ils nous confirment l'existence d'une mission IGAS sur les eaux en bouteille, mais nous indiquent qu'eux, à ce stade, n'ont pas reçu le rapport. Ils nous précisent également qu'un article 40 du Code de la procédure pénale est sur le point d'être envoyé au procureur de la République pour non-respect des dispositions du Code de la santé publique par Nestlé Waters, mais nous disent qu'il n'y a pas de risque sanitaire et nous indiquent également qu'une enquête est menée par le Service national d'enquête, le SNE, de la DGCCRF sur des minéraliers. Nous échangeons également avec la DGCCRF, qui nous confirme qu'elle est bien en train d'enquêter sur un autre minéralier et que sur Nestlé, le SNE pourra être saisi dans le cadre de l'article 40, ce qui sera effectivement le cas un peu plus tard. Suite à ces échanges en interne Bercy, ma directrice de cabinet demande le rapport IGAS au cabinet santé, qui le lui transmet le 6 septembre 2022. À la lecture de ce rapport et des documents confidentiels qui l'accompagnent, nous avons confirmation, premièrement, qu'il n'y a pas de risque sanitaire et que, je cite, la mise en place des traitements renforce même la sécurité sanitaire de l'eau embouteillée. Deuxièmement, nous avons confirmation que, compte tenu des manquements constatés, l'ARS Grand Est, au titre de l'article 40 du Code de la procédure pénale, saisira dans les plus brefs délais le procureur de la République. Troisièmement, nous comprenons que les manquements constatés par les inspecteurs peuvent se résumer en 3 catégories assez différentes. La présence de traitements clairement interdits, UV charbon, clairement interdit. Un contrôle sanitaire réglementaire des eaux brutes faussées, compte tenu de la présence en amont du point de prélèvement de traitements interdits, là aussi une pratique clairement interdite. Et puis, la présence de traitements, donc de filtres à 0,2 ou 0,45 microns, dont la présence n'est pas en soi un obstacle à la délivrance de l'appellation au minéral naturel, mais à condition qu'il soit préalablement déclaré et que l'exploitant démontre qu'il ne constitue pas un processus de désinfection, ce que Nestlé n'a pas fait. Quatrièmement, nous comprenons que les textes juridiques européens ou nationaux ne sont pas suffisamment clairs, dans la mesure où ni la directive ni l'arrêté du 14 mars 2007 n'indiquent de seuil de microfiltration autorisé, ce qui laisse une marge d'interprétation. Donc, nous recevons ensuite avec ma directrice de cabinet Nestlé Waters le 9 septembre 2022. Nestlé nous expose ces problématiques et dans mes souvenirs se concentre surtout sur le sujet de la microfiltration, expliquant que selon eux, elle n'a pas pour but de modifier la composition microbiologique de l'eau, mais qu'elle est nécessaire dans un but dit technologique pour limiter le risque de formation de biofilm, qui est souvent à l'origine de déviations microbiologiques ponctuelles. Donc le biofilm, c'est une couche de micro-organismes en fait, qui peuvent s'agréger et s'attacher naturellement aux surfaces. Et donc, il est particulièrement présent, notamment lorsqu'on a des tuyauteries particulièrement longues, comme dans les Vosges. Donc, nous sommes alors très fermes avec Nestlé. Nous lui demandons une pleine transparence, la communication de l'ensemble de leurs analyses aux agences régionales de santé. Et nous n'apportons bien évidemment aucune réponse à ce stade sur le seuil de microfiltration. Le jour même, donc le 9 septembre 2022, dans la foulée, nous contactons le cabinet de la ministre Firmin Lebaudot, ministre délégué auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, afin de lui faire part de l'entretien que nous venons d'avoir avec Nestlé Waters, afin de l'informer qu'il s'agit, selon nous, surtout d'un sujet relevant du ministère de la Santé, mais sur lequel nous pouvons être en appui. Nous envoyons une première note au cabinet du Premier ministre, le 28 septembre 2022, qui est une note conjointe santé et industrie, avec plusieurs préconisations. Donc, sur le sujet de la microfiltration, nous préconisons d'autoriser Nestlé Waters à utiliser des filtres à 0,2 microns, sous couvert de la transmission d'une preuve de la qualité microbiologique des ressources, y compris virus, bactériophages, et d'une preuve de non-impact de cette filtration sur les paramètres microbiologiques de l'eau. L'objectif était alors de pleinement prendre en compte les constats établis par l'IGAS sur la nécessité de renforcer la maîtrise du risque sanitaire. Concernant EPAR, nous préconisons de demander à Nestlé le partage avec les services de l'État et les parties prenantes locales de l'étude de vulnérabilité que Nestlé est en train de finaliser. À l'époque, nous n'avions pas beaucoup d'éléments sur EPAR. Nous savions juste que les forages connaissaient certaines vulnérabilités, sans en connaître précisément les causes ou l'ampleur. Et ce n'est que fin novembre 2022 que le cabinet santé me confirmera que l'eau n'est pas microbiologiquement pure à la source sur EPAR. Donc, suite à cette note commune, le 13 octobre 2022,
Le cabinet du Premier ministre demande aux deux cabinets, donc Santé et Industrie, de prendre attache avec les ARS et avec Nestlé Waters, de demander à Nestlé Waters la transmission de toutes les données permettant d'objectiver la qualité de leurs ressources et l'impact de la microfiltration à 0,2, et de demander à Nestlé Waters de cesser l'utilisation des traitements par charbon actif et par UV. Et c'est ce que nous faisons à l'automne 2022. Le 22 novembre 2022, le cabinet de la ministre Firmin Lebaudot saisit l'ANSES sur le sujet de la microfiltration. Le 1er décembre 2022 se tient à Matignon une réunion qui vise à faire le point sur nos échanges avec les ARS et avec Nestlé. Le cabinet santé nous transmet ensuite les deux avis de l'ANSES, donc celui du 16 décembre 2022 et celui qui a été complété par celui du 13 janvier 2023. Et le 16 février 2023 a lieu une nouvelle réunion à Matignon pour échanger sur le dossier. Notre raisonnement au sein du cabinet industrie était le suivant. Dans la mesure où il n'y avait pas de risque sanitaire, dans la mesure où la réglementation européenne était, je cite l'IGAS, très peu claire sur le sujet, dans la mesure où d'autres pays européens autorisent une microfiltration à 0,8, dans la mesure où certains sites français de production de minéral naturel sont déjà autorisés explicitement par arrêté préfectoral à filtrer en dessous de 0,8 microns, dans certains cas même à 0,2, ce qui peut causer une distorsion de concurrence, alors nous recommandons de modifier les arrêtés préfectoraux et d'autoriser à titre temporaire, dans l'attente d'une clarification de la directive européenne, une microfiltration inférieure à 0,8 microns dans un but uniquement technologique. Alors pour les forages épars, la situation est très différente puisque l'émergence n'est pas microbiologiquement pure à la source. Et donc nous considérons que l'eau ne peut plus être qualifiée d'eau minérale naturelle. Nous préconisons donc de suspendre l'autorisation d'exploiter ou de la modifier pour la restreindre à la commercialisation vers des marchés ayant des exigences différentes. Une concertation interministérielle dématérialisée CID a lieu du 22 au 23 février. Donc une CID permet en fait de faire remonter au cabinet du Premier ministre, par la voie dématérialisée, les positions des différents ministères qui sont interrogés. Et elle donne ensuite lieu à ce qu'on appelle un bleu, qui rend compte de l'arbitrage pris par Matignon. Le cabinet du ministre François Braun indique qu'il est d'accord avec le fait d'autoriser par modification des arrêtés préfectoraux la pratique de la microfiltration inférieure à 0,8 microns. Dans notre réponse, ensuite, nous indiquons que nous sommes d'accord avec la réponse faite par le cabinet du ministre de la Santé, et c'est l'arbitrage qui sera pris par Matignon. À la suite de ces discussions en interministériel, nous recevons conjointement avec le cabinet de la ministre Firmin Lebaudot Nestlé Waters pour leur faire part de l'arbitrage et pour être extrêmement clair avec eux, à la fois sur la nécessité de fermer le forage épars et sur la nécessité d'être pleinement transparent avec les ARS et les préfectures. Et ensuite, à compter de février 2023, la mise en œuvre opérationnelle de l'arbitrage interministériel se fait au niveau local par les préfectures et par les ARS. Nous suivons en fait d'assez loin les discussions, parce que les échanges techniques sur les plans de transformation et leur mise en œuvre ne relèvent pas des compétences du ministère de l'Industrie. Ce qui relève de nos compétences, c'est le suivi de la mise en œuvre du plan social d'entreprise, le PSE, dans les Vosges, mais ce suivi est réalisé par un autre conseiller au sein du cabinet. Par la suite, je suis informée par la DGCCRF en mars 2024 du fait qu'il y a un audit effectué par la Commission européenne pour évaluer le système français des contrôles officiels relatifs aux eaux minérales naturelles et aux eaux de source. Et je pars du cabinet avant que les résultats de l'audit ne soient finalisés. J'espère vous avoir apporté des éléments éclairants sur la manière dont le cabinet industrie a traité de ce dossier entre juillet 22 et mai 2024. Très bien, merci Madame pour cette présentation et cette chronologie détaillée sur laquelle je ne doute pas que nous allons revenir. Donc je laisse la parole à notre rapporteur Alexandre Wiesel. Merci beaucoup Madame la Vice-Présidente, merci beaucoup Madame Bouchardon d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être revenir en effet, moi aussi je vais essayer de m'attacher à suivre la question chronologique parce que c'est peut-être la meilleure manière de se faire une idée des décisions qui ont été prises à tel ou tel moment. L'idée aussi de ces auditions où on auditionne des membres des cabinets, c'est de bien faire le départ entre ce qui a été finalement arbitré à votre niveau et ce qui a été arbitré au niveau ministériel, pour comprendre aussi qui a pris ultimement les décisions dans un dossier qui engageait quand même un industriel extrêmement important. Donc ce sera aussi des questions qui reviendront régulièrement de comprendre avec vous qui a pris un certain nombre de décisions. Peut-être donc pour revenir sur le 9 septembre 2022, c'est la première réunion que vous faites avec Nestlé Waters, nous sommes d'accord ? Oui. D'accord. Et c'est la première réunion qui est faite au niveau
du cabinet industrie depuis que vous êtes en fonction? À ma ce moment-là? connaissance, oui. À votre connaissance, c'est la première réunion. D'accord, ok. Et ce qui est discuté peut-être au départ, si j'ai bien compris ce que vous me disiez à l'instant, sur le contenu de cette rencontre, qui est un point important, c'est, de ce que nous avons pu en retracer, mais peut-être vous pouvez me le confirmer, c'est le fait que l'industriel vous informe qu'il y a une rivière contaminée en proximité du point de captage et que cette rivière en proximité conduit à ce qu'il y ait un besoin d'avoir une microfiltration de l'ordre de 0,2 microns. Est-ce que vous confirmez cela? C'est ça Sur la cause de la contamination, je ne sais pas si l'industriel a été aussi clair, explicite. J'ai souvenir qu'il a évoqué le petit verre, mais voilà, nous on découvrait aussi le sujet. Donc j'ai pas souvenir que l'industriel était extrêmement explicite sur les causes de la contamination à ce moment-là. D'accord. Le contenu de la réunion, donc apporté sur le sujet de la microfiltration et aussi sur le sujet du PSE, c'est-à-dire qu'en fait c'est aussi la raison pour laquelle Nestlé Water, je pense, venait voir le cabinet industrie. C'était pour nous dire qu'il allait y avoir un PSE dans les Vosges, lié notamment à la perte de parts de marché de Vittel sur les marchés allemands et autrichiens, je crois. Et donc voilà, Nestlé est venu nous voir en disant qu'il y aura un PSE dans les Vosges. Et en fonction de la décision de l'État, notamment sur Répar, ce PSE pourrait être potentiellement plus important. D'accord. Donc il y a, parce que c'est un point important pour nous, il y a bien dès le départ un lien, une liaison qui est établie entre le dimensionnement du PSE du côté de Nestlé et la question de la réponse que pourrait lui apporter l'État du point de vue de la microfiltration. C'est le lien que fait Nestlé en tout cas. Oui. Nous, on est, voilà. Non, bien sûr. On n'est jamais rentré là-dedans, mais c'est le lien dès le départ. Ouais, dès le 9 septembre 2022, c'est un lien qui est fait par Nestlé. D'accord. Et donc à ce moment-là, est-ce que vous alertez les ministres, parce qu'autour de la table, si je comprends bien, il y a des membres de cabinet des deux côtés des ministères, à la fois santé et industrie. Et est-ce que vous avez une remontée ministérielle à ce niveau-là pour mettre un premier point d'alerte à votre ministre ou pas? Sur le PSE, pas encore. En fait, on n'a pas. Non, au niveau pour ce qui est du ministre, moi, dans mes souvenirs, je vais faire monter une note en septembre 2022. D'accord. Qui était en fait une note sur la situation des eaux en bouteille de manière générale. Et dans cette note, j'indique qu'il y a des investigations qui sont conduites par le service national d'enquête de la DGCCRF qui ont mis en évidence la mise en œuvre de pratiques interdites dans le secteur, notamment de la part de Nestlé Waters. Donc je l'informe de cette situation en septembre 2022. Et après, je n'ai pas la date exacte, j'ai souvenir que fin 2022, probablement fin novembre 2022, on l'informe du fait qu'on a des discussions avec Matignon sur le sujet de Nestlé Waters, sur un sujet de microfiltration. Et c'est vraiment début 2023, le 6 février 2023, qu'on fait une réunion avec lui pour discuter du contenu de la note qu'on va faire remonter à Matignon en vue de la réunion du 16 février. Et ensuite, si vous voulez, le 20 février, on lui transmet le projet de compte-rendu de cette réunion, pour qu'il soit bien informé de tout. Et le ministre était en phase avec la note qu'on a faite remonter à Matignon en février et en phase avec la réponse qu'on a faite à la concertation interministérielle dématérialisée. Mais il n'y a pas d'information sur Nestlé en septembre. En fait, on attendait aussi, nous, si vous voulez, de comprendre un peu de quoi il en retournait. Enfin, c'est un dossier qui est aussi complexe et donc on avait estimé ne pas avoir suffisamment d'informations pour lui faire des recommandations suffisamment précises à ce moment-là. Très bien. Et donc, juste dans ma compréhension, pour aussi retracer les fils, ce qui est parfois un peu difficile entre les différentes disons, administrations, est-ce que pour vous, cette réunion, elle s'inscrit dans le sillage de la rencontre entre le président de Nestlé Water et Victor Blonde, qui est conseiller au cabinet de la Première ministre et à la présidence de la République, puisque dans un mail à votre directrice, le 5 août 2022, il dit « J'ai vu le CEO de Nestlé Water cette semaine et je comprends qu'ils ont sollicité un rendez-vous auprès de vous. Je pense que c'est utile si vous pouvez les voir avant la fin du mois notamment, car les conclusions du rapport IGAS et les suites qu'on y apportera auront un impact potentiellement important sur la restructuration qu'ils envisagent d'annoncer à la rentrée. » Est-ce que vous saviez, c'était dans ce siège-là ou c'était... Pour moi, c'était dans la suite en fait du rapport IGAS. D'accord. Pas forcément... D'accord. Et votre note, vous savez, vous avez la date de la note en question que vous évoquez ou... Le 3 septembre 2022. D'accord. Plusieurs points, donc je viens sur cette note. Donc on est bien d'accord que c'est la note que vous écrivez avec Pierre Breton?
ou que vous co-écrivez avec Pierre Breton, c'est bien celle-là ou pas, en l'occurrence? Pour parler de quelle note, pardon? La note de septembre 2022. Parce qu'il y a une note de 3 septembre 2022 que je fais pour le ministre, juste pour lui expliquer qu'il y a des investigations en cours. Le contexte, voilà. Okay. Et ensuite, il y a la note qu'on fait remonter à Matignon le 28 septembre 2022, qui là est coécrite avec en effet Pierre Breton, qui est une note conjointe santé-industrie et qui est la première note qu'on fait remonter à Matignon sur le sujet. D'accord. Et alors là, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous construisez, parce qu'en fait, vous êtes très affirmatif dans cette note, vous dites il faut autoriser le 0,2 micron. Comment cette position est-elle construite? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la manière dont vous avez construit cette position? Dans cette note, si vous voulez, nous, on part du principe qu'il y a, qu'il y a un flou juridique, qu'il n'y a pas de seuil de microfiltration autorisé, précisé, ni dans la directive, ni dans l'arrêté, qu'il y a d'autres États membres. En fait, on rencontre l'IGAS en visio avec Pierre Breton le 21 septembre, et l'IGAS nous confirme, en effet, il y a d'autres États membres, l'Espagne, qui filtre à 0,4. En fait, ce que dit la directive européenne, c'est qu'il faut que le microbisme de l'eau ne soit pas modifié. Donc nous, ce qu'on recommande dans la note, c'est 0,2, mais sous vraiment beaucoup de conditions, à condition que le microbisme de l'eau ne soit pas modifié, à condition qu'il y ait un contrôle notamment virologique et bactériologique. Donc on est affirmatif, mais tout en finalement restant, si vous voulez, dans le cadre de ce qui est explicitement prévu par le droit européen sur le sujet. Alors d'accord, alors là ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a établi, puisqu'on a aussi auditionné le directeur général de la santé, on voit qu'il y a une divergence assez forte, pour le coup, interprétative entre les uns et les autres, puisque côté direction générale de la santé, côté ANSES, la position constante et constamment rappelée, c'était de dire que la réglementation était claire et que c'était le 0,8 micron qui s'appliquait. Et justement, j'aimerais bien vous entendre sur quelque chose qui nous a un peu surpris dans cette note du 28 septembre, c'est que vous évoquez le fait que le cabinet d'industrie a bien convergé ces dernières semaines avec le cabinet Firmin-Lebaudot et Nestlé Waters. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'étaient ces points de convergence? Qu'est-ce que vous... Voilà, parce qu'on a l'impression, nous, de notre côté, qu'il y a une espèce en tout cas, une clarté côté DGS, avec un petit, peut-être un accrochement, mais globalement, les choses sont claires. En septembre 22 ? En septembre 22, vous dites, dans cette note, justement, que vous écrivez, vous dites, côté à Victor Blonde, vous écrivez que vous avez bien convergé avec le cabinet Firmin-Lebaudot, qui est donc le cabinet... Nous, on n'avait pas de contact avec la DGS, donc c'est vrai que... On n'avait pas la position de la DGS, on était en contact avec le cabinet du coup de la ministre Firmin-Lebaudot. D'accord. Et en tout cas, à cette date-là, la note était conjointe. J'ai pas souvenir qu'à cette date-là, il y a eu de divergence. Et quand on parle de on a bien convergé, c'était plus, à mon sens, l'instruction du dossier. Parce que le dossier est tellement compliqué, tellement technique. Enfin, la microfiltration, quand on n'est pas expert de l'eau, c'est compliqué. Du coup, converger, c'est on a discuté et voilà, on a dit attention, voilà, il y a l'IGAS pointe insuffisante maîtrise du risque sanitaire, tant qu'il faut des contrôles virologiques, bactériologiques. La directive européenne dit bien qu'il ne faut pas qu'il y ait de changement. Donc voilà, converger dans le sens, on a expertisé, on a instruit le dossier, et ce qui nous a amené à faire cette note commune. Nous, on n'avait pas de lien avec la DGS, et donc connaissance. Très bien. Et donc vous diriez qu'à ce moment-là, vous avez une position partagée, en fait, qui oui, est identique totalement. entre les uns et les autres, et que... En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. C'est le souvenir que vous en avez. Très bien. Ok. Une question aussi qui nous interpelle dans la manière dont la décision publique s'est fabriquée, c'est le rôle qu'a pu jouer l'Élysée aussi dans cette question-là. Puisque le même jour, le 28 septembre 2022, vous transmettez à Victoire Vandeville, qui est à l'Élysée, sans commentaire, qui est la conseillère industrie, je crois, de l'Élysée, si je ne me trompe pas, des notes de Nestlé, dont une note blanche qui vise à démontrer la possibilité de microfiltrer à 0,2 et qui vous a été transmise la veille par le lobbyiste de Nestlé qui s'appelle monsieur Nicolas Bouvier, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà. Et cette note qui est honnêtement, pour le coup, sauf si vous me dites que vous avez vu d'autres choses à ce moment-là, cette note, c'est un recto verso voilà, qui est transmis à l'Élysée et vous le transmettez sans commentaire à l'Élysée. Mais parce qu'on lui avait déjà transmis cette note-là, non ? C'est-à-dire à l'Élysée ? Parce qu'en fait, moi, pour tout vous dire, c'est une erreur de ma part, je pensais que c'était elle qui recevait Nestlé Waters, et donc je lui ai envoyé la note conjointe en vue de la préparation du rendez-vous, mais ce n'était pas elle qui recevait Nestlé Waters fin septembre, c'était Victor Blonde et Cédric Arcos. Donc je pense que c'est vraiment une erreur d'adressage pour le coup.
Donc l'idée, c'était d'envoyer les documents qui aidaient. En fait, souvent, quand il y a des rendez-vous entre conseillers Matignon ou conseillers Élysée et puis des entreprises, on leur envoie des éléments pour qu'ils puissent préparer leur entretien. Donc moi, je pensais que c'était elle qui les recevait. On lui envoie la note. Peut-être d'autres. Je me souvenais pas lui avoir envoyé d'autres notes, mais bon, voilà, j'ai dû lui envoyer un maximum de choses pour l'aider à préparer son entretien. Et en fait, c'était Cédric et Victor qui recevaient l'entreprise. Je pense pas qu'elle ait reçu l'entreprise. Mais si vous l'envoyez sans commentaire, c'est que vous avez peut-être eu la discussion. Pour le coup, je vous envoie. Ah non, vraiment. Non, c'est juste zéro on envoie discussion. D'accord. Parce que je pense qu'elle devait suivre la note devait suivre l'envoi de la note du 28. D'accord, vous voulez dire que c'était un Pour moi, c'était vraiment ce que vous recevez, vous envoyez, c'est ça que vous voulez dire. Vous recevez quelque chose, vous envoyez directement. J'ai vraiment pas du tout souvenir d'avoir échangé oralement ou autre en disant je vais t'envoyer ci, je vais t'envoyer. Enfin, honnêtement, pour moi, c'était un envoi de documents pour l'aider à préparer son entretien. Donc pour vous, le suivi du dossier côté Élysée, il a été assuré par Monsieur Blonde essentiellement, et donc pas. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que Madame Vandeville, pour vous, elle n'était pas dans le dossier. Je crois pas du tout. Non, en tout cas, on n'en a jamais parlé ensemble. D'accord. Elle a même dû me faire un mail. Peut-être, j'ai vraiment là, je ne sais pas, mais peut-être qu'elle m'a fait un mail me disant c'est pas moi qui les reçois, c'est Cédric Arcos et Victor Blonde. Voilà, je pense vraiment qu'elle n'était pas du tout dans le suivi du dossier. D'accord, d'accord. Et peut-être aussi donc une question plus large, parce qu'il y a Victor Blonde qui est dans cette position. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle appréciation vous faites du suivi du dossier par l'Élysée? Est-ce que l'Élysée a été présent dans le dossier? Est-ce que Monsieur Blonde, est-ce que vous avez eu des échanges avec d'autres personnes au sein de l'Élysée ou pas? Non, vraiment, nos interlocuteurs, c'était Victor Blonde et Cédric Arcos, nos seuls interlocuteurs sur le dossier. D'accord, d'accord. Okay, très bien. Peut-être pour maintenant progresser, on se projette maintenant au 13 octobre 2022. Des courriers qui sont transmis à la commission d'enquête montrent que vous faites état d'un message de Nestlé Waters qui a été laissé sur votre répondeur, qui parle d'une rencontre prochaine avec le ministre du Travail sur le volet social de l'affaire, donc sur la question du plan social. Donc vous nous avez dit qu'en effet, vous avez vu que ces sujets étaient imbriqués, la question sociale et la question des 02 ont été imbriqués très fortement par Nestlé. Le même jour, le 13 octobre, un nouveau courriel à Victor Blonde évoque un projet de note que vous aurez transmis Pierre Breton du cabinet d'Agnès Firmin-Lebaudot, qui se conclut par ne pas donner suite à la demande de filtration à 0,2 microns. Vous évoquez alors votre préoccupation et indiquez le 0,2, nous sommes vraiment la piste à privilégier. Alors, qui est ce nous pour le coup à ce moment-là? Est-ce que c'est la position ministère intégralement? C'était la position du cabinet à ce moment-là. Enfin, d'ailleurs, c'est la position qu'on met dans la note du 28 septembre. D'accord. Et là, est-ce que vous êtes au courant que la santé s'y oppose ou pas du tout? Est-ce que pour vous, vous avez aucune information? Si vous voulez, je pense qu'au niveau du cabinet santé, c'était compliqué de se faire une bonne idée du dossier. Leur position a évolué au fil du temps. Et c'est tout à fait normal dans le cadre d'un dossier aussi complexe qui est en cours d'instruction. Donc je ne me souviens plus exactement à quel moment. Je sais que ils ont eu des discussions en interne, des réflexions sur le 02, sur le 08, et même au fil du temps, même jusqu'en février 23, en fait, leur position a parfois un petit peu évolué en fonction des données qui remontaient, des discussions qu'ils avaient en interne. D'accord. Donc je ne saurais pas vous dire si tel jour. Enfin voilà, tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas la note commune le 28 septembre, elle était vraiment commune et conjointe avec la santé. D'accord. On l'a envoyé d'ailleurs, je crois que je ne sais plus qui l'a transmise. Enfin, on s'est mis conjointement, enfin on s'est mis en copie. Enfin, on était tous d'accord avec l'envoi de cette note. D'accord, très bien, très bien. En tout cas, sur la DGS, moi ce que je vous disais, c'est la DGS santé, ça n'a jamais évolué, mais ce que vous dites, c'est qu'au niveau cabinet. Oui, pardon, DGS, encore une fois, DGS. Vous n'avez jamais eu de remontée à ce moment-là sur la DGS, et vous n'avez jamais vu de note de la DGS santé qui. J'ai pas souvenir d'avoir vu une note de la DGS santé. D'accord. Même celle de janvier 2023, parce que je l'ai entendu dans certaines auditions, on l'avait pas reçue. Vous ne l'avez pas reçue. D'accord, très bien. Donc, ce 24 octobre 2022, vous transmettez aux deux directrices des cabinets Santé et Industrie, Madame Epaillard et Madame Bretons, le compte-rendu d'un entretien que vous avez eu le matin même avec Nestlé. Vous insistez sur la nécessité de trancher rapidement, je cite là, car l'impossibilité pour Nestlé de poursuivre avec des filtres à 0,2 pourrait avoir des impacts industriels et en termes d'emploi non négligeables. Moi, la question que je me pose à la lecture de ça, c'est si l'eau avait gardé, enfin, pour le coup, dans l'examen global que vous en faisiez, si l'eau avait gardé sa pureté originelle, pourquoi avoir besoin, et si les installations étaient correctement entretenues, pourquoi avoir besoin de cette filtration à 0,2? Est-ce que vous avez...
Nous, en tout cas, ce que nous a dit l'industriel et ce qui n'a jamais été infirmé par les ARS ou autres acteurs, c'est que même en fait, si l'eau est microbiologiquement pure à la source, on peut avoir besoin d'une microfiltration à des seuils assez fins dans un but technologique. Et ça, c'est pas interdit. J'avais même fait un mail à la DGCCRF en novembre, je crois, 2022, pour lui demander quels étaient les seuils de microfiltration autorisés. La DGCCRF m'avait bien rappelé que lorsque c'est pas pour changer le microbisme de l'eau, mais que c'est installé dans un but technologique, à ce moment-là, la microfiltration peut être autorisée si elle est déclarée, si ça ne change pas le microbisme de l'eau. Mais voilà, il peut y avoir des raisons en fait technologiques qui expliquent la mise en place de cette microfiltration. Mais est-ce que le contexte quand même, pour le coup, parce que l'argument technologique, vous avez raison, il est dans la directive. Oui. Mais en l'espèce, vous avez un industriel qui a des traitements illégaux, qui lorsqu'il les retranche se retrouve en obligation de fermer un certain puits, et qui vous propose une solution alternative à 0,2. Est-ce que vous ne voyez pas là un faisceau d'indices qui indique qu'on est dans le cadre plutôt d'une désinfection que dans le cadre d'un outil technologique? Parce qu'en effet, les outils technologiques tels qu'ils sont mentionnés par la directive, c'est pour séparer le fer, séparer un certain nombre d'éléments pour l'eau, Oui. mais pas en l'espèce d'utiliser comme un moyen de désinfection. Parce que le contexte est quand même celui du retrait de traitements illégaux qui sont placés là pour tromper les autorités dans leur contrôle sanitaire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. Ouais. Nous, en tout cas, on n'est pas experts de l'eau. On n'a pas du tout pris pour argent comptant ce que nous disait Nestlé. Et on a toujours insisté pour que Nestlé transmette ses analyses, sa vision des choses aux agences régionales de santé, et voilà, qui étaient, elles, compétentes sur le volet sanitaire. Si vous voulez, nous, en tant que cabinet industrie, moi, je voyais plus mon rôle comme faire le lien entre l'industriel et les services compétents de l'État et les autres ministères. C'était important aussi d'expliquer quelle était la vision de Nestlé, sans pour autant, moi, porter une analyse ou un jugement là-dessus. Justement, on a toujours demandé que Nestlé envoie ses analyses pour qu'elles soient contre-expertisées. Donc, pour vous répondre, moi, but technologique, honnêtement, je ne sais pas exactement ce que ça recouvre. Je ne suis pas spécialiste de la ni de l'eau, mais on a toujours insisté pour une contre-expertise par les agences sanitaires de ce que Nestlé pouvait dire. Mais nous, notre rôle, c'était quand même aussi un rôle de courroie de transmission, parce que le cabinet industrie est un peu la porte d'entrée. Si vous voulez, les industriels s'adressent au cabinet industrie pour leur faire part de leurs préoccupations. Et on s'en faisait pas simplement le porte-parole, mais on reliait les informations qui nous étaient transmises en demandant à chaque fois une pleine transparence à l'industriel, un plein partage des analyses. Et là, justement, effet, c'est un point qui est important pour nous et dans notre compréhension, c'est qu'en effet, l'impression qu'on a, c'est qu'à la fois, il y a en effet une dimension, je vais reprendre vos passe-plats, je ne sais pas comment le dire autrement, de passer les informations qui est utile pour que tout le monde soit au même niveau d'information dans l'État, c'est très bien, mais dans ce cas de figure, vous avez fait beaucoup plus que ça. Vous avez porté une vision sur le 0,2 à l'arbitrage interministériel de manière très forte, contre le ministère de la Santé qui portait une autre vision. Et lorsque vous disiez, et c'est là un élément sur lequel vraiment pour nous c'est important, on ne s'appuyait pas exclusivement sur les analyses de Nestlé. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi vous vous êtes fondé, quelle expertise vous avez demandé et à qui pour que l'État se forge sa propre vision du sujet? Nous, on ne pouvait pas demander d'analyse, c'était le cabinet santé qui a demandé les analyses aux ARS et à l'ANSES. Donc nous, on ne pouvait pas demander d'analyse en tant que cabinet industrie à un autre acteur sur le sujet. Donc votre vision du 0,2 et la raison pour laquelle, si j'essaie de résumer les choses, la raison pour laquelle vous poussez le 0,2 de cette manière-là, et parce que vous considérez que c'est votre rôle, c'est des questions d'emploi qui sont en jeu du point de vue industriel. Non, déjà pousser le 0,2 de cette manière-là, nous, ce qu'on a fait, c'est juste faire remonter une préconisation. Ça nous était demandé. On nous a demandé quelle était la position du cabinet industrie sur le sujet. Donc, on a fait remonter cette préconisation. Mais pousser, c'est pas une expression. En fait, vous avez une position de cabinet qui est de soutenir le 0,2 et qui est soutenir la demande de l'industriel. Soutenir pas forcément, parce que l'industriel ne demandait pas à ce qu'on ferme le épar. L'industriel, quand il vient nous voir le 9 septembre 2022, il insiste en nous disant attention, si on est obligé de fermer épar, il y aura un plan social beaucoup plus important. Je veux dire, on a quand même fermé épar. Donc, je ne dirais pas qu'on a défendu ce que l'industriel souhaitait qu'on défende, pas du tout. Voilà, le forage épar, il souhaitait qu'il puisse continuer à être utilisé. On a préconisé la fermeture. Sur le seuil de microfiltration, si vous voulez,
c'est un peu tout ce que je vous disais tout à l'heure, dans la mesure où il y a un flou juridique, où d'autres États membres autorisent à filtrer à 0,4, où il y a déjà des arrêtés préfectoraux qui autorisent la microfiltration à 0,2. Nous, on nous a demandé une recommandation. Voilà la recommandation qu'on a faite, si vous voulez, avec les éléments qu'on avait. Et quand vous parliez de contre l'avis de la santé, en février 2023, la santé était en accord avec cette décision. Pas en février 2023. Si, lorsqu'ils répondent à la concertation interministérielle dématérialisée le 23 février 2023, nous, on répond qu'on est d'accord avec la réponse de la santé. Alors, là, pour le coup, il faudrait qu'on... Ouais. Je pense que c'est une... On pourrait revenir après, mais en Oui, tout cas, il n'y avait pas de désaccord en février 2023 juste pour vous dire, sur le sujet. Pour revenir aussi sur les... Là, on était en 2022, mais en février 2023, au moment de l'acide, il y a jusqu'au dernier jour des notes qui sont envoyées par le ministère de la Santé pour demander que ça ne s'applique pas. Et à l'inverse, le ministère de l'Industrie qui soutient la demande des industriels. Mais juste sur la question du 0,2, je note que la position a été prise côté industrie. Vous parlez d'expertise tout à l'heure pour fonder la décision. Je n'en entends pas dans ce que vous êtes en train de me dire. Et j'aimerais juste revenir sur un point. Pardon, en fait, Oui. nous, si vous voulez, si l'avis de l'ANSES Oui. avait dit le 0,2, c'est de la désinfection, on n'aurait pas recommandé le 0,2. Il se trouve que le premier avis de l'ANSES... C'est ce que dit l'avis de l'ANSES. En tout cas, dans notre interprétation des choses, il se trouve que le premier avis de l'ANSES reprend en fait l'avis de l'AFSA de 2001, puisqu'il n'y a pas eu de données nouvelles, et cite même une étude scientifique indiquant qu'à 0,2, il y a de la flore bactérienne présente dans les eaux souterraines qui peut passer. Et dans le courrier de 2023, l'ANSES se prononce sur le cas départ, en disant à 0,2, c'est une action qui... c'est assimilable à une action qui est aussi une désinfection, mais simplement sur le cas départ, c'est-à-dire que ne généralise pas ce cas à d'autres forages. Et nous, on avait compris que le microbisme de l'eau, c'était quelque chose qui devait se mesurer au cas par cas. Donc pour nous, l'avis de l'ANSES n'est pas vraiment tranché sur ce sujet-là. Bon, voilà. Non, mais c'était juste. Moi, je maintiens que pour le coup, l'ANSES à plusieurs moments a redonné une position de clarté, et que cette position de clarté, vous ne l'avez pas. En tout cas, elle n'a pas été celle que vous avez choisi de défendre. Juste, je reviens sur notre interprétation, en tout cas. Exactement, c'est mon interprétation. Juste sur la question du rapport, justement, que vous évoquez le fait que dans l'UE, il y a d'autres choses qui s'appliquent. Je reviens sur ce point. Au début 2023, vous sollicitez la DGCCRF pour connaître les pratiques justement des États membres, et la DGCCRF vous fait part le 10 janvier d'un échange au niveau de l'UE sur ce point et conclut: on est très au-dessus des 0,4 microns, donc la réglementation, les pratiques au niveau de l'UE, et donc a fortiori au-dessus des 0,2 microns. Donc vous avez une réponse des instances de ce qui se passe en Europe. 2 jours plus tard, le 12 janvier, vous notez: donc vous n'avez pas retrouvé de CR de compte-rendu au sein de l'UE où la Commission aurait explicitement autorisé la microfiltration à 0,4, si je comprends bien. Là, c'est vous que je cite. Et le lendemain, le 13 janvier 2023, la DGCCRF confirme: s'agissant de la microfiltration, nous n'avons effectivement pas de compte-rendu actant qu'elle serait autorisée à 0,4. Donc vous êtes dans un contexte où lorsque l'acide arbitre, vous savez l'état de l'art en Europe. Non, parce que la DGCCRF, on lui a demandé de retrouver un compte-rendu qu'elle n'a pas retrouvé. La DGCCRF n'a pas réussi à trouver d'éléments, parce que je pense qu'elle n'avait pas, pas beaucoup de compte-rendus auxquels elle avait accès. Elle n'a pas réussi à nous trouver des éléments. Nous, ce qu'on avait, c'est le rapport de l'IGAS qui nous disait qu'en Espagne, c'était autorisé à 0,4. Donc on savait que déjà dans au moins un pays européen, c'était autorisé. Et ensuite, on avait posé une question à la DGCCRF qui nous avait répondu: j'ai pas retrouvé grand-chose. Voilà ce qu'on avait, c'est la raison pour laquelle, dans le bleu de CID, le Matignon demande à ce qu'il y ait justement cet état des lieux, des pratiques européennes qui soient faites pour justement qu'on puisse disposer de davantage d'informations, parce qu'on n'a pas réussi à obtenir cette information avant la CID via la DGCCRF. Je pense que ce n'était pas forcément l'acteur à mobiliser sur ce sujet, ça aurait été plus le SGAE. D'accord, et donc vous avez l'information en revanche que, d'après le rapport EGAS, en effet, la limite n'est pas à 0,40 mais à 0,45 en Espagne. Et vous prenez l'initiative de soutenir cette position de la microfiltration à 0,2 dans le cadre de l'acide. Oui, dans la mesure où, en fait, je vous disais tout à l'heure, il y avait un raisonnement aussi économique qui était là, le risque de distorsion de concurrence. Voilà. Et en fait, dans la mesure où il y avait déjà, sur un certain nombre de forages, des arrêtés préfectoraux qui autorisaient explicitement le 0,2, on a préconisé dans la note le 0,2. Après, lors de la réunion interministérielle du 16, on ne s'est pas focalisé sur le 0,2 et on n'a même pas défendu le 0,2. Nous, à partir du moment où la microfiltration, on était d'accord avec une...
On était d'accord avec la possibilité d'autoriser à microfiltrer en dessous de 0,8 à partir du moment où ça ne changeait pas le microbisme de l'eau. Je ne sais même pas si on a, lors de cette réunion, de nouveau évoqué le seuil de 0,2. Je sais que c'est quelque chose qu'on a fait remonter dans la note, justement en s'appuyant sur les arrêtés préfectoraux déjà existants, mais ensuite, lors de la réunion et d'ailleurs lors de la réponse qu'on fait à la CID le 23 février, on ne demande pas du tout à ce que figure noir sur blanc le seuil de 0,2. Très bien. Peut-être pour revenir donc un cran en arrière, parce que là on a été au moment de la CID, j'ai une question sur une note que vous avez écrite le 1er décembre 2022, dans laquelle vous reprenez un certain nombre de positions qui permet c'est une réunion interministérielle qui reprend la position et la compréhension de vos enjeux. Et dans cette note, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure sur EPAR, vous formulez un certain nombre de préconisations, donc microfiltration à 0,2, vous dites que le risque de condamnation par la Commission européenne semble peu élevé, dans la mesure où la directive est juridiquement floue. Ça, c'est votre deuxième argument. Vous écrivez aussi sur un risque fort de fermeture du site, donc c'est ce que vous nous indiquez depuis un moment. Et par contre, un point qui nous a particulièrement étonné, c'est que vous reprenez la demande de Nestlé de continuer à appeler ces eaux EPAR eau minérale naturelle malgré la contamination à la source. Et là, on est clairement dans un schéma d'illégalité. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension sur cette note qui était vraiment de relayer. En fait, si vous voulez, le Matignon n'avait pas de lien avec, ne voyait plus Nestlé. Je crois qu'ils les ont vus une fois en septembre. Je pense qu'ils les ont plus vus après. Donc nous, cabinet industrie, l'objectif c'était de d'informer le cabinet du Premier ministre des échanges qu'on avait avec Nestlé et des préoccupations de l'industriel. Et d'ailleurs, je mets bien dans la phrase, Nestlé Water souhaite pouvoir continuer. Mais jamais on s'est prononcé de nos cabinets industriels là-dessus. C'est vraiment relayer les demandes. Sans pour le coup pointer l'illégalité. Ça, c'était l'objet ensuite de la discussion. Moi, la note, c'était juste une note envoyée en amont pour qu'ils puissent avoir l'état des lieux, où on est des échanges avec les ARS et avec Nestlé, et qu'est-ce qui s'est dit au cours de ces échanges. Et est-ce que vous ne pensez pas que leur indiquer que c'était une option illégale aurait été utile à... On a été très clair lors de la réunion du 1er décembre sur le sujet. Je pense qu'il n'y a jamais eu de notre part, à partir du moment où l'eau n'est pas microbiologiquement pure à la source, ça ne peut plus être qualifié de minéral naturel, c'est un des critères de la directive. D'accord. Donc voilà. Okay. Non, cette note, c'était vraiment les préoccupations de l'industriel. C'était une note qui faisait le point. Comme eux n'avaient pas de lien, si vous voulez, avec l'industriel en question, nous, on faisait le point un petit peu sur nos échanges avec l'industriel et avec les ARS. Et oui, peut-être une question pour préciser le contexte. Qui a rédigé cette note que vous avez transmise c'était moi qui faisais le premier jet, et puis ensuite on rédigeait, validait avec la direction de cabinet. Mais celle-là n'était pas une note conjointe santé-industrie, c'était qu'une note industrie, celle du 1er décembre, 30 novembre. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être il y a des collègues qui veulent poser des questions? Alors, comme ça, après, je peux peut-être avant d'avoir une nouvelle batterie de questions, une série de questions de notre rapporteur, on va écouter nos collègues. Florence Lassaret. Oui, je m'excuse pour mon retard. Vous avez sans doute évoqué la question. Ce que je voulais savoir, c'est si vous aviez un a priori plutôt favorable pour la maison Nestlé. Moi, j'étais pédiatre, donc c'est vrai qu'au télé, c'est un laboratoire d'excellence, donc c'est vrai qu'on est un peu surpris maintenant de voir ces dérives. Est-ce que vous aviez... Moi, je n'avais pas d'a priori, mais c'est vrai que quand j'ai vu le rapport IGAS, ça m'a surprise. Ouais, le fait qu'une entreprise comme Nestlé puisse avoir des pratiques frauduleuses comme ça, j'ai été assez surprise, mais j'avais pas d'a priori particulier non plus. Chers collègues, vous avez d'autres questions à ce stade de l'audition? Ok, donc on revient aux questions du rapporteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était juste si les collègues avaient envie de reprendre la main à ce moment-là. Peut-être juste aussi dans le moment qui a été celui très important de la décision qui a été prise lors de la CID. Vous êtes côté cabinet industrie. Est-ce qu'à un moment vous vous dites ça peut poser un problème d'un point de vue de l'égalité des armes entre les différents acteurs? Il va falloir qu'on avertisse les autres acteurs du secteur qui peuvent s'aligner sur cette pratique des 0,2 ou jamais c'est une idée qui vous est venue?
Non, en fait, le problème de distorsion de concurrence, nous, on l'avait vu entre ceux qui filtraient déjà à 0,2, qui étaient déjà autorisés à le faire, et puis Nestlé qui n'était pas encore autorisé explicitement à descendre en dessous de 0,8. Et ensuite, si vous voulez, il y a quand même tout un champ de travaux qui devait s'ouvrir à la suite de cette CID, notamment de faire l'état des lieux des pratiques au niveau européen, de rouvrir la discussion avec les autorités européennes sur la directive pour peut-être modifier cette directive et ensuite modifier nos arrêtés. Donc pour nous, c'était un travail aussi qui commençait à partir de février 2023. D'accord. Et pour bien aussi qu'on puisse se rendre compte des choses, c'est quand même un sujet éminemment consommateur. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, votre cabinet a mis le CAB Conso dans la boucle des échanges? Et est-ce que le cabinet consommation, qui doit normalement protéger les consommateurs, lui avait la volonté de rendre les choses publiques, parce qu'on est quand même dans une situation où les infractions ont perduré longtemps, à la fois sur les traitements illégaux, puis sur le 0,2, même si vous contestez le sujet sur la question de la légalité du 0,2. Est-ce que vous avez des échanges avec le CAB Conso? Est-ce que vous pouvez nous les relater? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu le premier échange qui était en août ou septembre, au moment où nous, on a reçu la demande de l'industriel d'entretien. On a contacté donc cabinet économie et cabinet consommation pour savoir si eux avaient des éléments. Cabinet consommation avait déjà plus d'éléments que nous. Enfin, ils savaient, voilà, tout ce que je vous ai relaté tout à l'heure, pas de risque sanitaire, enquête du SNE en cours, rapport de l'IGAS. Ils avaient bien tout ça à l'esprit. Donc le CAB Conso a été saisi, finalement, était au courant avant vous, à votre connaissance, il était au courant, en tout cas avant que vous arriviez? Oui, il me semble qu'il y avait une réunion en interministériel qui a eu lieu en juillet 2022. D'accord. Et à laquelle le cabinet consommation était présent. Nous, côté cabinet industrie, c'était avant que j'arrive, c'était mon directeur adjoint de cabinet qui y a participé. Et donc, en fait, voilà, quand on a reçu la demande d'entretien, tout le monde a un petit peu rebouclé les informations. Donc, et le cabinet consommation, lui, avait pas mal d'informations parce qu'il était aussi présent à cette réunion de juillet 22. Ensuite, on a informé le cabinet consommation qu'on allait recevoir Nestlé Waters. C'est vrai que c'est un sujet très consommation. Je pense que si on l'a suivi, nous, au cabinet industrie, c'était aussi parce qu'on avait commencé à le suivre. Si vous voulez, on a commencé à recevoir l'industriel. Il y avait l'angle PSE, et puis finalement, tout s'est un petit peu imbriqué. Et donc, on a continué à suivre le dossier. On a informé le cabinet consommation des conclusions de la CID en février 2023. Dans mes souvenirs, on a informé la DGCCRF ensemble avec le cabinet consommation en février 2023 des conclusions de la CID. Et sur l'information du consommateur, il y avait cet article 40 en fait, du Code de la procédure pénale qui compliquait l'information qu'on pouvait donner aux consommateurs, bien évidemment. Pourquoi? Et ensuite, parce qu'on peut quand même informer, quand on a un industriel qui vient vous voir pour vous dire qu'il fraude la loi, on peut quand même avertir le grand public. C'est pas sur le fait qu'il y ait un article 40, pour le coup, n'empêche pas. Il y avait une enquête, si vous voulez, il y avait une enquête pénale en cours sur le sujet. Donc le consommateur, nous on pensait qu'on ne pouvait pas forcément communiquer aux consommateurs ces éléments-là. Et puis le consommateur aurait été mis de toute façon in fine au courant puisqu'il y avait cette enquête pénale en cours. Non mais attendez, mais en fait le sujet c'est que je crois que nous sommes en train de faire le calcul dans cette commission, mais il y a eu des millions de mètres cubes d'eau qui ont été vendus illégalement et qui ont continué de l'être alors que l'État était informé. Donc il y a bien un sujet d'information et de loyauté de l'information donnée par l'État vis-à-vis des consommateurs à partir du moment où l'industriel a reconnu. Enfin, il n'y avait pas de discussion sur ce sujet-là. La question pénale, c'est autre chose, c'est l'établissement d'une responsabilité pénale. Mais le fait d'informer le consommateur d'un certain nombre de choses, le fait que l'information ait été connue du gouvernement en 2021 et qu'elle ait été rendue publique par la presse en 2024, vous, ça ne vous... nous, dans la mesure où, ça ne vous surprend pas, ça ne vous interroge pas? En fait, si vous voulez, nous, on est arrivé au cabinet en juillet 22. Pour le passé, donc tout ce qui précédait notre arrivée en cabinet, il y avait cet article 40 sur les pratiques frauduleuses de Nestlé. Et donc, voilà, pour nous, il n'y avait pas lieu d'informer sur le passé. Et puis, pour l'avenir, à partir du moment où nous, on est arrivé en cabinet, il y a eu le temps d'instruction du dossier, d'instruction technique. Et ensuite, on a considéré, d'ailleurs, le bleu de Matignon ne demande pas d'informer le consommateur. On a considéré qu'une microfiltration en dessous de 0,8 n'était pas incompatible avec l'appellation au minéral naturel. Mais lorsque vous arrivez, vous êtes consciente que les traitements illégaux sont toujours en place, c'est-à-dire qu'ils n'ont été enlevés que postérieurement. Il y a eu quelques semaines d'instruction technique du dossier, oui, en effet. D'accord. Peut-être aussi une question sur le rapport IGAS. Ce rapport, il a été choisi
c'est un peu dans le sillage de la question sur l'information du public, il a été choisi de ne pas le rendre public. Est-ce que vous étiez dans les discussions où vous avez assisté à, qui ont conduit au choix de ne pas rendre ce rapport public? Je n'ai pas souvenir de discussion qui a conduit à ne pas rendre ce rapport public. Enfin, en fait, nous, quand on reçoit le rapport... C'est une décision des ministres. De rendre ou pas public un rapport, c'est une décision ministérielle. Oui, mais quand on reçoit le rapport, bon, déjà, tous les rapports IGAS ne sont pas forcément, voilà, ce que vous dites, publics. Et quand on reçoit le rapport IGAS, moi, j'ai souvenir en septembre 22 que le rapport IGAS insiste beaucoup sur la dimension secret des affaires. Il y avait aussi des éléments constitutifs. Il insiste aussi beaucoup sur la meilleure information du public. Oui, mais pour la publication du rapport, pardon, il insiste beaucoup sur le fait que le rapport contient des informations sensibles du point de vue secret des affaires et puis aussi des éléments qui sont constitutifs d'infractions pénales. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle, en fait, on ne s'est pas posé la question de la publication du rapport. Alors c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en fait les rapports sont par nature publics et qu'un ministre peut décider de ne pas le rendre public. Donc il y a une décision qui a été prise de ne pas le rendre public. Est-ce que vous avez... Je n'ai pas souvenir qu'on ait fait... de recommandations de ne pas rendre le rapport public. D'accord. Et après, Et vous ne vous souvenez pas d'un arbitre ministériel auquel vous auriez assisté sur la question? Le cabinet santé a proposé en début 24 de le rendre public et le rapport a été rendu public. Il me semble que c'est début 24 que le rapport IGAS... Voilà. Début 24, il y a dû y avoir des discussions. Début 24, il y a dû y avoir des discussions du coup sur est-ce que le rapport est rendu public ou pas. Oui, mais début 24, c'est après les révélations de presse. Je n'ai pas souvenir de discussion avant début 24. Peut-être que je fais erreur ou que j'oublie des choses. Je n'ai pas souvenir de discussion avant début 24 sur la publication du rapport parce qu'on avait reçu, quand on l'a reçu, il y avait vraiment une insistance sur la dimension secret des affaires et enquête pénale. Et pour moi, vraiment, les premières discussions sur la publication du rapport, c'est en janvier 24 et ça a été assez vite en fait. Le cabinet santé a proposé de le publier, puis le rapport a été publié assez rapidement. D'accord. A été mis en ligne. D'accord. Peut-être merci beaucoup sur ces précisions-là. Le 17 avril 2023, Nicolas Bouvier, donc, qui est le lobbyiste de Nestlé, vous transmet un projet, alors je cite le nom du projet, un projet d'annonce proactive concernant un plan social lié à la fermeture des 2 forages dans les Vosges. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que je ne parle pas cette langue-là pour le coup, comment vous avez compris ce que voulait dire un projet d'annonce proactive? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fait de concert ou... Disons que Nestlé allait fermer ses forages et du coup nous a transmis la communication qu'il comptait faire à ce moment-là. D'accord. Je pense que comme les relations avec l'État n'étaient pas forcément évidentes entre Nestlé et l'État, Nestlé a voulu montrer que sa communication n'était pas mensongère, qu'il ne rejetait pas la faute sur l'État. Voilà. Ah, c'était ça l'enjeu, c'était sans doute. C'est ce que j'ai compris. C'est pas comme ça qu'il l'a présenté, mais c'est ce que j'ai compris en tout cas. Donc il nous a transmis sa communication en avril, le 7 avril 23. D'accord. Okay, très bien, merci. Je continue dans le temps. Le 15 mai, l'industriel vous transmet à titre confidentiel le contenu de l'annonce qui sera faite le lendemain au CSE de la suppression des 171 postes. Et pourquoi vous transmet-il cela? Et quelle avait été la teneur de vos échanges précédents sur ce sujet? Vous avez eu une discussion sur le PSE, formelle ou informelle ou... J'ai peu de souvenirs disons que sur le PSE, l'industrie nous tenait au courant du nombre d'emplois qui allait être supprimé, parce que je crois que ce nombre d'emplois a d'ailleurs un petit peu évolué au fil du temps, le nombre d'emplois qui allait être supprimé. Pour nous, c'était assez important quand même, le cabinet industrie. C'est important d'avoir ces éléments sur les emplois supprimés, ne serait-ce que pour anticiper les impacts économiques et sociaux dans les territoires, pour accompagner ensuite au mieux les salariés. Donc potentiellement, c'était dans le cadre de ces échanges où Nestlé nous indiquait où ils en étaient de leur PSE. Après, sur le PSE des Vosges, c'était un autre conseiller qui suivait vraiment de près le sujet au sein du cabinet. Donc moi, je n'ai pas suivi de près, mais Nestlé me transmettait un petit peu les derniers éléments à ce sujet. D'accord. Et sur l'annonce proactive qu'on évoquait tout à l'heure, vous disiez, c'est nous qui avons pris la décision de fermer 2 forages, ce que vous avez dit tout à l'heure. On a indiqué à Nestlé lors d'une réunion en février 2023 qu'il fallait qu'ils ferment les forages, en fait. D'accord. Et ça, vous avez trace de ça? J'ai trace de ça. J'ai un compte-rendu de la réunion du 20 février 2023 avec Nestlé. Dans lequel vous... je ne sais plus si j'ai un compte-rendu. J'ai souvenir, si vous voulez, qu'on leur a dit il faut fermer les forages.
Après, je sais pas exactement comment ça s'est exprimé, comment ça s'est dit, mais parce qu'en fait, on avait compris que Nestlé souhaitait pas faire comme ce qu'ils faisaient à Vergès, à savoir transformer le forage pour pouvoir exporter de l'eau sur des marchés avec des normes différentes. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, la seule option qui restait, c'était la fermeture des forages. D'accord. Donc je me souviens que pendant cette réunion, oui, on a été particulièrement ferme sur la nécessité de fermer les forages épars. À partir du moment où Nestlé souhaitait pas les rediriger vers les marchés. Et juste pour comprendre cette position, c'était la position sur épars. Pourquoi, à l'inverse, lorsque vous écrivez une note de votre cabinet, je ne sais pas si c'est vous, hein, de votre cabinet, le 16 février 2023, elle préconise de ne pas suspendre l'autorisation d'exploitation des sites dans les Vosges, alors que c'était la recommandation du 24 janvier 2023 du ministère de la Santé. Pardon, le 16 février 2023 Oui, 16 février 2023. Oui. Vous recommandez de ne pas fermer les forages. Là, j'élargis à la question départ. La note que j'ai du 16 février 2023, qui est la nôtre, c'est le cabinet industrie propose de suspendre l'autorisation d'exploiter ou de la modifier pour la restreindre à la commercialisation vers des marchés ayant des exigences différentes. Exemple, d'accord, on va vérifier ça. D'accord, ok. Excusez-moi. Pour le coup, là... D'accord. Merci. Peut-être pour voir un peu la queue de comète de l'affaire, après la CID de février 2023, plan social en mai 2023, révélation dans la presse en janvier. Comment a évolué pour vous le dossier Nestlé Waters? Est-ce que vous continuiez à faire des points réguliers ou est-ce que c'est un sujet qui était finalement... Franchement, à partir de février 23, comme je disais tout à l'heure dans mon propos liminaire, c'était la mise en œuvre des plans de transformation au niveau local. Et nous, cabinet industrie, c'était vraiment pas dans nos compétences de suivre ces plans de transformation. On a suivi de loin parce que Nestlé nous faisait des petits points réguliers en nous disant voilà, j'ai envoyé mon plan de transformation, mais vraiment c'était de très très loin et on laissait complètement la main aux acteurs locaux sur ce sujet. Voilà, moi je me souviens avoir eu un échange avec la préfète du Gard qui disait voilà, Nestlé met un petit peu de temps à envoyer son plan de transformation. Donc nous tout de suite on a indiqué à Nestlé qu'il fallait qu'il le transmette le plus rapidement possible. Donc voilà, je dirais que février, mars, avril, on a eu un rôle pour vraiment mettre une pression continue sur Nestlé pour qu'ils envoient rapidement leur plan de transformation. Après, on a vraiment suivi de très très loin. Nestlé nous envoyait parfois des petits points d'étape, mais très clairement, c'était aux acteurs locaux pour nous de mettre en œuvre ces plans de transformation. Donc, juste pour plus de précision, sur ces points réguliers que vous ne faisiez pas, donc, d'après ce que vous venez de dire, ni avec les ARS, ou avec, puisqu'elles œuvrent pour le compte des préfets, donc sur ces plans de transformation, sur les mesures prises, vous n'aviez pas une stratégie, un travail régulier avec les ARS ou alors avec les services avec les ARS, non. Alors avec les ARS, c'était vraiment le cabinet santé qui était en lien avec les ARS. Moi, je me souviens d'un mail du cabinet santé du 7 juillet 2023 qui m'indique le plan de transformation à Vergès est en train d'être mis en œuvre. Enfin, voilà. Donc là, très clairement, le lien avec les ARS, c'était le cabinet santé qui l'avait. Nous, les préfets, on a eu quelques liens, je dirais tout début 23, au moment, juste après le bleu de CID, en fait. Où là, à ce moment-là, avec les préfets, on a eu quelques échanges sur Nestlé met un petit peu de temps à nous transmettre son plan de transformation, ok. Avec les préfets des Vosges, on a eu des échanges sur l'impact potentiel sur le territoire, vraiment sous l'angle impact économique, impact social. Mais sinon, on ne faisait pas de points réguliers. Enfin, vraiment, l'idée, c'était de laisser la main aux acteurs locaux qui étaient les mieux à même, en fait, de mettre en œuvre ces plans de transformation. Merci. Peut-être donc dans les suites, en effet, il y a le 4 avril 2024, pour voir si là vous étiez encore présent, je crois, le 4 avril 2024. Oui. Il y a un échange entre Benoît Vallée, directeur général de l'ANSES, et Cédric Arcos, qui est du cabinet de la Première ministre, qui met en évidence que, je cite, des éléments de langage ont été élaborés par le cabinet du ministre de l'Industrie pour répondre à l'agitation médiatique. Est-ce que c'est vous qui avez proposé ces éléments de langage à Cédric Arcos ? Je me souviens que conjointement avec ma directrice de cabinet, on a fait des éléments de langage. Parce qu'en fait, il y avait tout un sujet. La DGCCRF nous avait indiqué qu'on ne pouvait pas communiquer sur tout, qu'il y avait des enquêtes en cours. Donc, il fallait qu'on soit quand même assez clair et précis sur les éléments qu'on communiquait au grand public. Et puis, il s'agissait aussi de rassurer sur l'enjeu de sécurité sanitaire. Donc, on a préparé des éléments de langage avec ma directrice de cabinet
Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Sans doute qu'ils ont été transmis à Cédric Arcos. En tout cas, on les avait transmis, je pense, au cabinet de la ministre Firmin Lebaudot. Donc oui, à ce moment-là, on a préparé des éléments de langage. Ouais. D'accord. Et l'objectif était de rassurer, vous disiez? Il y avait 2 objectifs. Il y avait Ok. rassurer le consommateur sur la sécurité sanitaire des produits. Et puis surtout, nous, en tout cas, côté cabinet industrie, c'était plus notre rôle, c'était vraiment de voir avec la DGCCRF ce qui pouvait être communiqué ou non comme information, étant donné qu'il y avait l'enquête pénale en cours. Quoi. D'accord. Et alors, il y a un peu un échange entre Arcos, enfin Cédric Arcos et Benoît Vallée à ce moment-là. Notamment dans les éléments de langage, il y avait des éléments de langage qui indiquaient que le rapport de l'ANSES était un simple courrier au DGS, rappelant que certaines sources sont sujettes à des contaminations saisonnières et soulignant la nécessité des contrôles réguliers de l'eau par les ARS. Et Benoît Vallée répond en mettant en garde Cédric Arcos sur le fait que l'ANSES a bien transféré au DGS un véritable rapport et non un simple courrier dans lequel il rappelle sa position constante. Là, je pense que... Pourquoi cette tentative de... Je pense pas minoration, je ne sais pas comment le dire autrement, de la portée du travail de l'ANSES? Je pense là qu'il y a, mais à vérifier, je pense Oui. qu'il y a une incompréhension entre entre les 2 interlocuteurs. Je pense que le courrier qui est mentionné par Cédric Arcos, ça doit être celui à l'automne 23. Vous savez, où l'ANSES, un peu le guide méthodologique qu'élabore l'ANSES pour accompagner les ARS dans leur contrôle au quotidien. Le protocole, d'accord. Pour vous, c'est ça. Pour vous, Alors, c'est une incompréhension, c'est ça? Je pense. Ou alors, enfin, pour moi, c'est ça. Ou alors, c'est le courrier du 13 janvier 23, parce que c'était un courrier. En fait, si vous voulez, on a eu un avis le 16 décembre 22, et ensuite, en janvier 23, c'était pas vraiment un avis, c'était un courrier qui venait compléter l'avis de décembre. Donc peut-être que l'appellation courrier venait juste... En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait eu de volonté, je ne vais pas m'exprimer à leur place, mais il n'y a pas eu de volonté délibérée de minimiser les avis de l'ANSES. Je pense que c'est soit une incompréhension et une référence au courrier d'octobre 23 de l'ANSES, soit juste l'appellation courrier, parce qu'en effet, ce n'était pas un avis formel en janvier 23, c'était un courrier qui était complété suite décembre 22. D'accord, ça c'est votre hypothèse, c'est que... Je pense, honnêtement, okay. Oui. Peut-être, vous quittez le cabinet le 3 juin 2024. Oui. Un petit peu avant. 3 mai, pardon, excusez-moi. Oui. 30 mai. Le 30 mai, pardon, 2024. Commence une réflexion un peu avant, c'est pour ça que je veux savoir si vous y avez participé, sur le protocole DGL, DCRF, DGS. Est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet? Non, pas du tout. Absolument pas. Pas du tout. Là, non, vraiment pas du tout. Je vous dis, je suis informée de la DGCRF qu'il y a un audit en cours. Mais après, j'ai pas suivi. Non. Et pour le coup, ce protocole, à mon avis, ça relève quand même plus des compétences du ministère de la Santé que du ministère de l'Industrie, mais j'ai pas suivi. Très bien. Merci. Pour moi, c'est bon pour ma question. Merci, monsieur le rapporteur. Est-ce que suite aux questions du rapporteur et aux réponses apportées, vous auriez d'autres questions, chers collègues? Monsieur Khalifi, on écoute monsieur Khalifi. Merci beaucoup, merci madame pour... j'ai pas assisté à toutes les auditions, mais quelques-unes quand même. Et j'ai cru comprendre que le phénomène 02 n'était pas aussi répandu que vous le dites. Et en plus, vous nous informez qu'il y avait des autorisations préfectorales. Comment vous expliquez cette discordance dans le discours, si je peux me permettre? Le 02 n'était pas extrêmement répandu. Il n'y a pas énormément d'arrêtés préfectoraux qui autorisent le 02 en France. Il y a quelques arrêtés qui l'autorisent, mais c'est pas la pratique qui est généralisée en France, le 02. J'ai une autre question plus technique qu'autre chose. Bien sûr, l'ARS pour le contrôle de l'eau, mais on est dans l'agroalimentaire. Est-ce que, d'après vous, la place des services vétérinaires en général ne devait pas être présente dans ce type de dossier? Je n'ai pas d'avis sur la question. Je ne sais pas si d'ailleurs le sujet a été abordé dans le cadre de l'audit de la Commission européenne et si ça fait partie du protocole de coopération. C'est une question technique. En tout cas, désolée, je n'ai pas de réponse à votre question là-dessus. Ok, merci. Bien sûr, on va écouter monsieur Jacquin. Merci, Présidente. Madame, je vous ai bien écouté. J'apprécie la clarté de vos réponses sans hésitation aucune, mais je suis assez étonné car vous avez introduit tout votre propos en disant qu'il n'y avait pas de risque sanitaire. Oui. Et donc, on imagine que pour la suite de vos décisions,
vous disiez, ce n'est pas une affaire conséquente, mais la fraude est quand même conséquente. Et à aucun moment, dans vos propos, je n'ai senti une forme ni de regret, ni de questionnement par rapport à cette fraude de l'industriel. Vous la considérez comme un fait objectif qui ne devait pas être suivi de sanctions ni de... Ah non, non, au contraire, on l'a... Ben, je n'ai pas ressenti. Hein. Ah, pardon. C'est une fraude extrêmement importante. Quand je répondais à Madame la sénatrice tout à l'heure, nous qui nous a profondément choqués, enfin, très clairement. Mais si vous voulez, à partir du moment où il y avait cette enquête pénale en cours, qui aurait des conséquences judiciaires pour l'entreprise, nous, on s'est concentré sur le sujet microfiltration, appellation minérale naturelle. Donc là, pardon si je n'ai pas été suffisamment claire là-dessus, si vous n'avez pas ressenti ça dans mes propos. J'ai répondu aux questions sur la microfiltration, mais bien évidemment que c'est une fraude extrêmement importante qui n'est pas acceptable, pas tolérable. Et voilà, il y a une enquête pénale en cours sur le sujet. Donc non, c'est juste que comme l'audition portait surtout sur ce sujet-là, de microfiltration, mais je suis totalement d'accord avec vous. D'accord. Alors, avant de conclure, bien vous rappeler de nous transmettre, de nous communiquer toutes les informations, les documents qui montrent l'implication à la fois du ministère et du cabinet de la consommation, puisque vous nous en avez parlé, donc tout ce qui pourrait justifier leur implication. Merci de nous le porter à connaissance. Bien pris. Très bien. Nous avons terminé. Voilà, je remercie chacun d'entre vous, Madame Bouchardon, Monsieur le rapporteur et chers collègues. L'audition est terminée.